les colonies françaises des Antilles au milieu du XVIIIe siècle, 9 planteurs de canne à sucre conclurent un accord qui défiait toutes les conventions de leur époque. Ces hommes, tous propriétaires de domaines voisins sur l'île de Saint-Domingue, décidèrent de se partager une esclave nommée Aminata. Ce n'était pas une simple transaction commerciale ni un arrangement temporaire. C'était un contrat soigneusement élaboré, signé en secret, qui stipulait que cette femme appartiendrait collectivement aux 9 hommes. L'idée vint de Lazare Fontaine, le plus âgé du groupe et propriétaire de la plus grande plantation de la région. Lors d'une soirée arrosée dans sa demeure coloniale, il proposa ce plan audacieux. Aminata venait d'arriver d'Afrique, elle avait 22 ans et possédait une beauté qui troublait tous les hommes de la région. Plutôt que de se disputer sa possession et risquer de créer des tensions entre voisins qui devaient coopérer pour survivre dans ces terres hostiles, pourquoi ne pas la partager équitablement? Les 8 autres planteurs accueillirent la proposition avec un mélange de surprise et d'intérêt. Il y avait Auguste Valmont, un ancien militaire reconverti dans la culture du sucre. Théodore Lacroix possédait 300 esclaves et rêvait d'étendre son empire. Édouard Rochambeau était le plus jeune, à peine 28 ans, fils d'une famille noble ruinée qui tentait de refaire fortune aux colonies. Julien Béranger avait hérité de sa plantation d'un oncle décédé de fièvre jaune. Maxime Delorme était connu pour sa cruauté envers ses esclaves. Armand Leclerc venait de perdre sa femme en couche et cherchait une distraction à son deuil. Victor Chevalier était un homme d'affaires calculateur qui voyait chaque décision comme un investissement. Enfin, René Beaulieu était un veuf taciturne qui parlait peu mais observait beaucoup. Le contrat fut rédigé sur plusieurs pages. Chaque homme aurait accès à Aminata un jour spécifique de la semaine, selon un calendrier strict. Le 9e jour servirait de repos pour la jeune femme. Les planteurs s'engageaient à ne jamais discuter de cet arrangement en public, à ne pas la maltraiter physiquement pour qu'elle reste présentable, et surtout, à partager équitablement tous les frais liés à son entretien. Si l'un d'eux voulait se retirer de l'accord, les 8 autres devraient racheter sa part. L'accord précisait aussi qu'aucun enfant né de cette union ne pourrait être revendiqué par un seul homme. Tous seraient collectivement responsables. Aminata fut installée dans une petite maison en bois située à égale distance des 9 plantations. Cette demeure devint son univers, sa prison dorée. Contrairement aux autres esclaves qui travaillaient dans les champs sous le soleil brûlant, elle ne connaissait que les 4 murs de cette habitation. Les planteurs veillèrent à ce qu'elle soit bien nourrie, bien vêtue, car elle représentait leur investissement commun. Les premiers mois furent un calvaire silencieux pour la jeune femme. Chaque jour amenait un homme différent, avec ses exigences particulières, ses humeurs variables. Fontaine arrivait toujours le lundi matin, ponctuel comme une horloge. Il parlait peu, accomplissait ce pourquoi il venait, puis repartait rapidement. Valmont, lui, aimait raconter ses campagnes militaires, comme si Aminata pouvait comprendre ou se soucier de ses exploits passés. Il cherchait une oreille attentive plus qu'une compagne. Lacroix se montrait possessif durant son jour assigné. Il détestait l'idée que d'autres hommes touchent Aminata, mais l'arrangement lui convenait financièrement. Il tentait de marquer son territoire en laissant des cadeaux, des bijoux bon marché qu'il lui ordonnait de porter uniquement pour lui. Rochambeau était différent. Le jeune noble déchu voyait en Aminata une princesse captive, ce qui alimentait ses fantasmes romantiques complètement déconnectés de la réalité. Il lui murmurait des poèmes français qu'elle ne comprenait pas. Béranger arrivait toujours fatigué, épuisé par la gestion de sa plantation. Il s'endormait souvent après quelques minutes, ronflant bruyamment pendant des heures. Aminata profitait de ces moments pour regarder par la fenêtre et observer le monde extérieur qui lui était interdit. Delorme était celui qu'elle redoutait le plus. Sa réputation de cruauté n'était pas usurpée. Il aimait voir la peur dans ses yeux, testait constamment les limites de l'accord qui interdisait les violences physiques visibles. Leclerc pleurait parfois. Il appelait Aminata par le prénom de sa défunte épouse, cherchant désespérément à combler le vide laissé par la mort. La jeune femme devint malgré elle le réceptacle de son chagrin. Chevalier traitait chaque visite comme une transaction commerciale. Il chronométrait son temps, arrivait et repartait avec une précision mécanique. Beaulieu, le plus mystérieux, restait assis durant des heures à simplement observer Aminata. Il ne parlait jamais, ne souriait jamais, se contentait de la regarder avec une intensité troublante. Les mois passèrent. Aminata apprit à se dissocier mentalement durant ses visites. Son corps était présent, mais son esprit vagabondait vers des souvenirs de son village en Afrique, de sa mère qui lui tressait les cheveux, de son père
qui sculptait le bois. Elle se construisit un monde intérieur où personne ne pouvait la toucher, un sanctuaire mental que les 9 planteurs ne pouvaient violer. La première année s'écoula sans incident majeur. Les planteurs respectaient scrupuleusement le calendrier établi, mais les fissures commencèrent à apparaître dans leur arrangement apparemment parfait. Valmont se plaignit que Fontaine dépassait son temps alloué. Fontaine rétorqua que Valmont arrivait toujours en avance le mardi, empiétant sur son lundi. Ces détails mesquins révélaient une vérité plus profonde. Aucun de ces hommes n'acceptait réellement de partager. Rochambeau devint obsédé. Il commença à écrire des lettres à Aminata, des déclarations d'amour enflammées qu'il glissait sous sa porte. Il se convainquit qu'elle l'aimait en retour, que leurs regards échangés contenaient des promesses secrètes. Cette illusion romantique le rongeait. Il proposa aux autres de racheter leur part, offrant des sommes ridicules qui insultèrent ses associés. La jalousie empoisonna la croix. Il engagea un esclave de confiance pour surveiller la maison d'Aminata et lui rapporter les allées et venues des autres planteurs. Il voulait savoir combien de temps chacun passait avec elle, s'ils apportaient des cadeaux, comment elle réagissait à leur présence. Cette surveillance révéla que plusieurs planteurs violaient l'accord en rendant des visites supplémentaires en dehors de leurs jours assignés. Lors d'une réunion secrète dans la plantation de Fontaine, les accusations fusèrent. Chevalier produisit un registre méticuleux documentant chaque infraction présumée. Delorme explosa de rage, accusant les autres d'hypocrisie. Béranger admit avoir parfois dormi chez Aminata plutôt que de rentrer chez lui après une journée épuisante. Leclerc confessa être venu la voir un mercredi, jour de la croix, parce qu'il ne supportait plus la solitude. Les hommes réalisèrent que leur accord créait plus de problèmes qu'il n'en résolvait. Au lieu de préserver l'harmonie entre voisins, il générait rancœur et méfiance. Chacun se sentait lésé, convaincu que les autres profitaient plus de l'arrangement. Ils discutèrent de dissoudre le contrat, de vendre Aminata à un planteur d'une autre région, mais aucun ne pouvait se résoudre à renoncer à sa part. Pendant ce temps, Aminata observait ce chaos avec un mélange de satisfaction et d'appréhension. Ces hommes qui se croyaient tout-puissants se déchiraient à cause d'elle. Elle n'avait aucun pouvoir réel, aucune liberté, mais elle était devenue involontairement le catalyseur de leur destruction mutuelle. Cette prise de conscience lui donna une forme étrange de force. Elle n'était plus simplement une victime passive. Elle était devenue le miroir qui reflétait leur bassesse. 2 ans après le début de l'accord, Aminata remarqua les premiers signes. Ses menstruations s'arrêtèrent. Des nausées matinales la réveillaient chaque jour. Son corps changeait de manière qu'elle reconnaissait. Elle était enceinte. La panique la saisit immédiatement. Le contrat stipulait qu'aucun enfant ne pouvait être revendiqué individuellement, mais qu'adviendrait-il d'un enfant appartenant collectivement à 9 hommes? Elle tenta de cacher sa condition le plus longtemps possible. Elle portait des vêtements amples, évitait les positions qui révéleraient son ventre arrondi. Mais au 4e mois, dissimuler devint impossible. Rochambeau fut le premier à remarquer. Il entra un jeudi soir et vit immédiatement le changement dans sa silhouette. Son visage pâlit. Il resta figé près de la porte, incapable de parler pendant plusieurs minutes. Il convoqua une réunion d'urgence le lendemain. Les 9 planteurs se retrouvèrent dans un silence pesant. Fontaine prit la parole en premier, sa voix tremblante trahissant son âge avancé. Il rappela les termes du contrat concernant une éventuelle grossesse. Valmont suggéra de forcer Aminata à avorter avec des herbes locales utilisées secrètement par certaines esclaves. Lacroix s'opposa violemment, arguant qu'un tel acte pourrait la tuer et ruiner leur investissement. Delorme proposa une solution brutale, vendre Aminata à un marchand itinérant avant que sa grossesse ne devienne trop visible. Se débarrasser du problème en transférant l'enfant et la mère ailleurs. Leclerc, étonnamment, s'opposa. La perspective d'un enfant avait réveillé en lui des souvenirs de sa paternité avortée par la mort de sa femme. Il voulait que l'enfant naisse. Chevalier analysa la situation avec son pragmatisme habituel. Un enfant métis né de 9 pères représentait un problème juridique complexe. Selon les lois coloniales, l'enfant suivrait la condition de la mère et serait donc esclave. Mais à qui appartiendrait-il? Les 9 hommes partageraient-ils aussi cet enfant? Cette absurdité légale rendait tout le monde mal à l'aise. Beaulieu, qui n'avait presque jamais parlé durant 2 ans, choisit ce moment pour briser son silence. Il révéla qu'il avait une fille illégitime avec une esclave, une fille qu'il avait affranchie et envoyée en France pour être éduquée. Il proposait de faire de même avec l'enfant d'Aminata, quel que soit son père biologique. Les autres le regardèrent avec stupéfaction. Personne ne soupçonnait cette histoire cachée. Béranger souleva le problème évident. Comment déterminer la paternité?
Aucun moyen n'existait pour identifier le père parmi 9 candidats. L'enfant pourrait ressembler à l'un d'eux ou à aucun. Il pourrait avoir la peau claire ou foncée. Cette incertitude terrifiait les planteurs. Chacun imaginait déjà voir ses propres traits dans cet enfant à naître, ou au contraire, reconnaître les caractéristiques d'un rival. Aminata assista à une partie de cette réunion. Il l'avait fait venir pour l'interroger, espérant qu'elle pourrait identifier le père. Elle resta silencieuse. Comment aurait-elle pu savoir? Tous ces hommes se confondaient dans un cauchemar interminable. Elle ne pouvait pas, ne voulait pas choisir l'un d'entre eux comme père. Cette ignorance était sa seule forme de revanche. Les mois suivants transformèrent radicalement la dynamique de l'accord. Les planteurs modifièrent leur comportement envers Aminata. Rochambeau apportait des fruits frais et du miel, convaincu qu'il était le père et voulant prendre soin de son héritier présumé. Lacroix envoyait des tisanes censées faciliter la grossesse. Même Delorme se montrait moins agressif, comme si la présence de l'enfant à naître imposait une certaine retenue. Fontaine engagea discrètement une sage-femme pour surveiller la santé d'Aminata. Cette femme âgée, elle-même ancienne esclave affranchie, devint la seule alliée de la jeune mère. Elle lui parlait dans un créole qu'Aminata comprenait mieux que le français, lui prodiguait des conseils, la réconfortait. Cette présence féminine apporta un peu de chaleur dans l'univers glacial d'Aminata. Le ventre d'Aminata s'arrondissait progressivement. Les 9 hommes, fascinés et terrifiés à la fois, observaient chaque changement. Ils spéculaient constamment sur l'apparence future de l'enfant. Chacun voyait déjà ses propres traits dans les mouvements du bébé, interprétant chaque coup de pied comme un signe de ressemblance. Les visites prirent un caractère étrange. Certains planteurs posaient leurs mains sur le ventre d'Aminata, parlaient à l'enfant, lui promettaient des choses impossibles. Valmont racontait ses histoires militaires au bébé à naître, comme s'il pouvait déjà comprendre les récits de batailles héroïques. Leclerc pleurait en imaginant que cet enfant remplacerait celui qu'il n'avait jamais eu avec sa défunte épouse. La sage-femme remarqua quelque chose d'inhabituel au 6e mois. L'enfant semblait particulièrement vigoureux, donnant des coups puissants qui faisaient grimacer Aminata. Elle prédit une naissance difficile, un bébé de grande taille. Cette information déclencha une nouvelle vague d'anxiété chez les planteurs. Un accouchement compliqué pourrait tuer Aminata, laissant un orphelin sans mère et 9 pères potentiels incapables de s'entendre sur son avenir. Des disputes éclatèrent sur la façon de gérer l'après-naissance. Delorme insistait pour que l'enfant soit immédiatement vendu à un autre planteur coupant tout lien avec leur groupe. Beaulieu maintenait sa proposition d'affranchissement et d'envoi en France. Rochambeau voulait garder l'enfant et l'élever comme le sien, promettant de racheter les parts des autres. Chevalier calculait froidement les coûts et bénéfices de chaque option. Fontaine, le patriarche du groupe, proposa un compromis. Attendre la naissance, voir qui l'enfant ressemblerait, puis décider. Si la ressemblance avec l'un d'eux était indéniable, ce planteur assumerait la paternité et dédommagerait les autres. Si aucune ressemblance claire n'apparaissait, ils vendraient de l'enfant et continueraient leur arrangement avec Aminata. Cette solution, aussi froide et calculatrice soit-elle, obtint un consensus provisoire. Aminata écoutait ces discussions avec horreur. Ces hommes parlèrent de son enfant comme d'une marchandise, d'un problème à résoudre. La maternité avait éveillé en elle quelque chose de féroce, un instinct protecteur qu'elle ne connaissait pas. Elle commença à planifier secrètement. La sage-femme lui avait parlé d'esclaves qui s'enfuyaient dans les montagnes, rejoignant des communautés de fugitifs appelés marrons. Peut-être pourrait-elle s'échapper après la naissance, emporter son enfant loin de ses 9 hommes. Le 8e mois arriva avec une chaleur accablante. Aminata se déplaçait difficilement, son ventre énorme la déséquilibrant constamment. Les planteurs réduisirent leurs visites, certains par gêne, d'autres par peur de déclencher prématurément l'accouchement. La petite maison devint un lieu d'attente silencieuse. La sage-femme passait maintenant chaque jour, préparant des herbes et des linges propres. Elle enseignait à Aminata des techniques de respiration, lui expliquait ce qui se passerait durant le travail. Elle lui racontait aussi des histoires de son propre passé, de sa traversée vers les colonies, de sa propre servitude avant d'acheter sa liberté. Ces récits donnaient de l'espoir à Aminata. La liberté existait, même si elle semblait impossible. Un soir, Beaulieu vint la voir en dehors de son jour assigné. Il s'assit près d'elle et lui parla longuement, ce qu'il n'avait jamais fait. Il lui raconta l'histoire de sa fille métisse, aujourd'hui en France, éduquée dans un couvent. Il avait utilisé sa fortune pour lui offrir une vie différente, loin des plantations et de l'esclavage.
Il promit à Aminata de faire la même chose pour son enfant, quel que soit le père biologique. Cette promesse toucha Aminata d'une manière inattendue. Pour la première fois en 2 ans, l'un de ces hommes la traitait comme un être humain capable de comprendre et de ressentir. Beaulieu n'attendait rien en retour, ne cherchait pas à la posséder. Il voulait simplement réparer une injustice, même partiellement. Elle acquiesça silencieusement, acceptant son offre. Mais Beaulieu ne parla pas de cette conversation aux autres planteurs. Il savait que révéler son intention provoquerait une tempête. Rochambeau s'y opposerait violemment, convaincu d'être le père légitime. Delorme y verrait une perte d'investissement. Chevalier exigerait une compensation financière. Le silence était préférable. 3 jours plus tard, les contractions commencèrent. La sage-femme fut appelée d'urgence. Elle examina Aminata et secoua la tête gravement. Le bébé était mal positionné, l'accouchement serait long et périlleux. Elle envoya chercher un médecin français qui vivait au port. Un homme réputé pour avoir sauvé des accouchements compliqués. Les 9 planteurs se rassemblèrent spontanément près de la petite maison. Ils restèrent dehors, marchant nerveusement, fumant des pipes, buvant du rhum. L'attente les unissait malgré leurs différends. Chacun priait secrètement, certains pour Aminata, d'autres pour l'enfant, certains pour eux-mêmes. Les cris d'Aminata déchirèrent la nuit. Le travail durait depuis 12 heures déjà. Le médecin français arriva finalement, un homme corpulent avec des mains expertes. Il évalua rapidement la situation et décida d'utiliser des forceps, un instrument terrifiant qui ressemblait à des pinces métalliques. La sage-femme tenait la main d'Aminata, lui murmurant des encouragements dans son oreille. La douleur atteignait des sommets insoutenables. Aminata sentait son corps se déchirer, ses forces l'abandonner. Elle pensa à sa mère, morte depuis longtemps, se demanda si elle la reverrait bientôt de l'autre côté. Puis elle pensa à l'enfant, cette vie innocente qui méritait mieux que 9 pères incapables d'amour véritable. Cette pensée lui donna la force de pousser une dernière fois. Le cri du nouveau-né brisa le silence de l'aube. Un garçon vigoureux et en colère contre le monde qui l'accueillait. Le médecin le nettoya rapidement, coupa le cordon ombilical, puis le tendit à la sage-femme. Aminata, épuisée au-delà de toute mesure, tendit les bras vers son fils. La sage-femme le déposa sur sa poitrine. Un moment de paix absolue enveloppa la pièce. Dehors, les 9 planteurs entendirent les pleurs et se précipitèrent vers la porte. Le médecin sortit, le visage grave. La mère et l'enfant avaient survécu, mais Aminata avait perdu beaucoup de sang. Elle avait besoin de repos et de soins attentifs. Il leur interdit d'entrer, ordonnant une quarantaine de plusieurs jours. Cette interdiction frustra les hommes qui voulaient voir l'enfant immédiatement, déterminer sa ressemblance. Fontaine, exerçant son autorité de doyen, ordonna aux autres de respecter les consignes médicales. Ils pourraient attendre quelques jours. Cette décision provoqua des grognements, mais fut acceptée. Durant 3 jours, seule la sage-femme et une jeune esclave assistante eurent accès à Aminata et son fils. Elle la nourrissait, changeait ses pansements, s'occupait du nouveau-né. Aminata récupérait lentement, son corps brisé se reconstituant progressivement. Elle passait des heures à regarder son fils, émerveillée par sa perfection, terrifiée par son avenir. L'enfant avait la peau claire, plus claire qu'Aminata, mais plus foncée que n'importe lequel des planteurs. Ses yeux, encore du bleu indéfini des nouveau-nés, changeraient probablement de couleur dans les semaines suivantes. Ses traits ne ressemblaient à personne de manière évidente. Il était simplement lui-même, un être nouveau et unique. Le 4e jour, le médecin autorisa les planteurs à entrer, un par un et brièvement. Rochambeau entra en premier, les yeux brillants d'espoir. Il regarda l'enfant intensément, cherchant désespérément sa propre image. Il se convainquit de voir son nez, la forme de son front. Il sortit triomphant, annonçant aux autres qu'il était évidemment le père. Chacun des 9 hommes fit de même. Chacun vit ce qu'il voulait voir, trouva une ressemblance qui confirmait sa paternité. Fontaine remarqua la forme des oreilles. Valmont insista sur la ligne de la mâchoire. Lacroix pointa la distance entre les yeux. Même Delorme, qui avait voulu se débarrasser de l'enfant, trouva une similitude avec ses propres mains. Cette situation absurde culmina en dispute violente. Les 9 hommes s'accusèrent mutuellement de voir des choses inexistantes, de se bercer d'illusions. Personne ne voulait accepter que l'enfant ne ressemblait spécifiquement à aucun d'entre eux. Cette incertitude les torturait plus que n'importe quelle certitude. Une semaine après la naissance, les planteurs se réunirent formellement pour décider de l'avenir de l'enfant. Chacun défendait maintenant une position radicalement différente de celle exprimée avant la naissance. Rochambeau exigeait la garde exclusive, offrant d'acheter les parts des autres à prix fort. Leclerc refusait de vendre, voulant des droits de visite réguliers. Delorme
dans un revirement surprenant, proposaient d'élever l'enfant collectivement, continuant leur arrangement étrange. La discussion dégénéra rapidement. Des décennies de tensions entre voisins, cachés sous le vernis de la civilité, explosèrent à la surface. Des secrets furent révélés, des trahisons commerciales exposées, des rancunes anciennes ressuscitées. L'enfant n'était plus le sujet principal, simplement le catalyseur d'une rupture inévitable. Fontaine tenta de restaurer l'ordre, mais sa voix n'avait plus l'autorité nécessaire. Valmont et Lacroix en vinrent presque aux mains. Chevalier quitta la réunion en claquant la porte, déclarant l'arrangement dissous. Béranger le suivit, épuisé par le chaos. En 1 heure, 2 ans d'accords méticuleux s'effondrèrent complètement. Beaulieu attendit le départ des autres. Il resta seul avec Fontaine et Rochambeau, les 2 hommes les plus attachés à l'enfant. Il leur révéla alors son plan. Il avait déjà contacté un notaire au port, préparé des papiers d'affranchissement pour Aminata et son fils. Il offrait de payer une compensation généreuse aux 9 planteurs, rachetant effectivement leur part dans l'accord. Rochambeau protesta avec véhémence. Comment Beaulieu osait-il agir dans leur dos? Cet enfant était le sien, il en était certain. Beaulieu resta calme, lui demandant s'il préférait voir l'enfant vendu à un marchand d'esclaves, élevé dans les champs de Cannes, mourant probablement avant l'âge adulte, ou préférait-il lui offrir une chance de liberté, même si cela signifiait renoncer à toute revendication. Fontaine écoutait silencieusement. Le vieil homme avait participé à cet accord pour éviter les conflits, pour maintenir l'harmonie entre voisins. Au lieu de cela, il avait créé un gouffre de ressentiment et de souffrance. Il voyait maintenant la folie de leur entreprise, l'arrogance de penser qu'ils pouvaient posséder et partager un être humain sans conséquence. Il posa sa main sur l'épaule de Beaulieu et acquiesça. Il acceptait l'offre. Rochambeau continua de protester, mais Fontaine lui expliqua calmement que l'accord était dissous de toute façon. Les autres planteurs ne coopéreraient plus jamais. L'enfant serait vendu ou pire si Beaulieu n'intervenait pas. La liberté offerte par Beaulieu représentait la meilleure issue possible pour tous. Durant les semaines suivantes, Beaulieu négocia avec chaque planteur individuellement. Certains acceptèrent rapidement, soulagés de pouvoir tourner la page. D'autres exigèrent des sommes exorbitantes, qu'il paya sans broncher. Rochambeau fut le dernier à céder, seulement après que Beaulieu promit de lui envoyer des nouvelles de l'enfant 1 fois par an. 2 mois après la naissance, Aminata et son fils quittèrent la petite maison où elle avait vécu 2 ans et demi. Beaulieu avait tout organisé avec une efficacité remarquable. Des papiers d'affranchissement officiels, des billets pour un navire partant vers la France, une somme d'argent suffisante pour vivre modestement pendant plusieurs années. La sage-femme accompagna Aminata jusqu'au port. Elle avait confectionné des vêtements pour le voyage, préparé des remèdes pour le mal de mer. Elle serra longuement la jeune femme dans ses bras, lui murmurant des bénédictions dans plusieurs langues. Aminata pleura pour la première fois depuis son arrivée dans les colonies. Ses larmes lavaient 2 ans et demi de douleur silencieuse. Beaulieu attendait près du navire. Il tendit à Aminata une lettre scellée adressée à la mère supérieure d'un couvent en France, la même femme qui avait accueilli sa propre fille des années auparavant. Cette religieuse aiderait Aminata à s'établir, trouverait une famille d'accueil pour l'enfant si nécessaire, lui enseignerait le français et un métier. Aminata regarda Beaulieu avec une expression indéchiffrable. Cet homme l'avait possédé comme les autres, avait participé à son calvaire. Mais il lui offrait maintenant ce que personne d'autre ne pouvait donner, la liberté. Comment réconcilier ces 2 réalités? Pouvait-elle le remercier pour avoir réparé partiellement une injustice qu'il avait lui-même contribué à créer? Elle monta sur le navire sans un mot. Son fils dormait paisiblement dans ses bras, ignorant le tournant majeur de son existence. Le bateau quitta lentement le port, les voiles se gonflant sous le vent tropical. Aminata resta sur le pont, regardant l'île rétrécir progressivement jusqu'à disparaître à l'horizon. Elle ne saurait jamais lequel des 9 hommes était le père biologique de son fils. Cette ignorance, qui avait été une source de pouvoir durant sa captivité, devenait maintenant un soulagement. Son fils n'appartenait à aucun d'entre eux. Il était simplement le sien, libre de construire sa propre identité. L'accord secret entre les 9 planteurs s'éteignit dans l'amertume et les reproches mutuels. Fontaine mourut 6 mois plus tard, emportant avec lui la culpabilité de cette entreprise désastreuse. Rochambeau sombra dans l'alcoolisme, hanté par l'enfant qu'il était convaincu d'avoir perdu. Delorme devint encore plus cruel envers ses esclaves, sa brutalité augmentant proportionnellement à sa frustration. Valmont et Lacroix cessèrent complètement de se parler, transformant leur ancien voisinage en territoire ennemi.
Leurs plantations souffrirent de cette hostilité, les coopérations nécessaires devenant impossibles. Chevalier vendit sa propriété et quitta les colonies, incapable de continuer après ce qu'il considérait comme son pire investissement. Leclerc se remaria avec une veuve française, cherchant désespérément à créer la famille qui lui avait échappé. Béranger continua sa vie solitaire, épuisé par le travail, ne participant plus jamais aux affaires des autres planteurs. Beaulieu resta discret, ne mentionnant jamais son rôle dans la libération d'Aminata. La petite maison fut abandonnée. Les esclaves des plantations voisines commencèrent à raconter des histoires à son sujet, des légendes sur la femme qui avait été possédée par 9 hommes et s'était échappée avec son enfant. Ces récits prirent des proportions mythiques, transformant Aminata en figure de résistance, symbole d'une liberté impossible mais réelle. Les années passèrent, les plantations changèrent de main, certaines furent détruites lors des révoltes d'esclaves qui secouraient bientôt Saint-Domingue. L'accord secret devint un souvenir enfoui, connu seulement de quelques personnes vieillissantes qui préféraient ne plus en parler. En France, Aminata s'établit dans un petit village près du couvent recommandé par Beaulieu. Elle apprit le français lentement, travaillant comme couturière pour subvenir à ses besoins. Son fils grandit libre, éduqué par les religieuses, ignorant l'histoire de sa conception. Elle décida de ne jamais lui raconter, voulant lui épargner ce fardeau. Elle changea leur nom, adoptant des identités entièrement nouvelles. Le passé restait enfoui dans les plantations de Saint-Domingue, dans cette petite maison abandonnée, dans les mémoires de 9 hommes qu'elle espérait ne plus jamais revoir. Mais les cauchemars la visitaient encore certaines nuits. Des rêves où elle était de retour dans cette maison, où les jours se succédaient interminablement, où 9 visages différents se confondaient en un seul monstre, aux multiples têtes. Elle se réveillait en sueur, vérifiant compulsivement que son fils dormait paisiblement à côté d'elle. 15 ans plus tard, Beaulieu mourut dans sa plantation. Son testament contenait des instructions étranges. Il léguait une partie substantielle de sa fortune à une femme en France, une ancienne esclave, dont il avait acheté la liberté. Ses héritiers légitimes contestèrent violemment ce testament, scandalisés qu'une métisse puisse hériter de l'argent familial. Le procès dura 3 ans. Les avocats d'Aminata produisirent tous les documents prouvant son affranchissement légal et le droit de Beaulieu de disposer de sa fortune comme il l'entendait. Les héritiers tentèrent de prouver que Beaulieu avait perdu la raison avant sa mort, que ce testament était le produit d'une démence sénile. Aminata ne se présenta jamais au tribunal. Elle refusait de mettre les pieds dans une salle où elle serait jugée et scrutée par des hommes français qui la verraient uniquement comme une ancienne esclave. Ses avocats la représentèrent en son absence, défendant farouchement ses droits. Le juge finalement statua en faveur d'Aminata. Le testament était valide. Beaulieu avait toute sa lucidité au moment de sa rédaction. Elle recevrait l'héritage, une somme qui garantissait sa sécurité financière pour le reste de sa vie. Cette victoire juridique ne lui apporta aucune joie. L'argent de Beaulieu était taché du sang et de la sueur des esclaves qui avaient travaillé dans ses plantations. Elle utilisa cet argent pour acheter une maison modeste en Normandie, loin des ports où arrivaient les navires des colonies. Elle finança l'éducation de son fils dans une école réputée, lui offrant toutes les opportunités qu'elle n'avait jamais eues. Elle donna aussi généreusement à des œuvres de charité aidant les affranchis à s'établir en France. Son fils devint médecin, se spécialisant dans les accouchements difficiles. Il sauvait des femmes et des bébés, ignorant complètement que sa propre naissance avait failli tuer sa mère. Aminata le regardait avec fierté, consciente que sa souffrance avait au moins produit quelque chose de beau et de bon. Elle ne se maria jamais, ne forma jamais de relation intime avec un homme. Les 2 ans et demi passés dans cette petite maison avaient éteint toute capacité de faire confiance, de s'ouvrir émotionnellement. Elle vivait entourée d'autres femmes, formant une communauté de veuves et de célibataires qui se soutenaient mutuellement. Parfois, elle recevait des lettres de la sage-femme restée à Saint-Domingue. Ces missives racontaient les changements dans les colonies, les tensions croissantes, les révoltes de plus en plus fréquentes. La sage-femme mentionnait occasionnellement les anciens planteurs. Rochambeau était mort noyé dans une rivière, probablement saoul. Delorme avait été tué par ses propres esclaves durant une révolte. Les autres survivaient difficilement. Aminata lisait ces nouvelles sans émotion particulière. Ces hommes appartenaient à une vie antérieure, une existence qu'elle avait réussi à fuir. Leur sort ne la concernait plus. Elle avait construit quelque chose de nouveau, une identité qui n'était pas définie par leur violence et leur possession.
En 1791, la révolution haïtienne éclata. Les esclaves de Saint-Domingue se soulevèrent massivement contre leurs maîtres. Les plantations brûlèrent, les planteurs furent massacrés ou forcés de fuir. L'ordre colonial s'effondra dans le sang et le feu. Aminata lut les comptes rendus dans les journaux français. Horrifiée par la violence mais comprenant sa nécessité, elle se demandait ce qu'était devenue la petite maison, probablement brûlée avec le reste, ses cendres se mélangeant à celles des champs de canne. Cette image lui apportait une satisfaction sombre. Le lieu de son calvaire n'existait plus, effacé par la fureur légitime de ceux qui avaient subi le même sort qu'elle. Les années de révolution transformèrent Saint-Domingue en Haïti, la première république noire indépendante. Les anciens esclaves gouvernaient maintenant eux-mêmes, ayant arraché leur liberté par la force. Aminata suivait ces développements avec un mélange d'admiration et de tristesse. Elle avait obtenu sa liberté individuellement, grâce à l'intervention d'un homme. Ces révolutionnaires l'avaient conquise collectivement, refusant de dépendre de la pitié de leurs oppresseurs. Son fils, maintenant adulte, lui demandait parfois d'où elle venait vraiment. Elle lui racontait des histoires édulcorées de son village africain, de sa traversée vers les colonies, de son travail dans une plantation. Elle omettait les 2 ans et demi dans la petite maison, les 9 hommes, l'accord secret. Ces détails mourraient avec elle. Elle vieillit tranquillement en Normandie, entourée de ses petits-enfants qui ne sauraient jamais que leur grand-mère était née esclave. Pour eux, elle était simplement une femme africaine qui avait fait sa vie en France, une histoire courante à l'époque. L'horreur de son passé restait enterrée sous des décennies de vie normale. À 70 ans, sur son lit de mort, Aminata demanda à son fils de brûler tous les documents concernant son affranchissement, sa vie aux colonies, l'héritage de Beaulieu. Il protesta, arguant que ces papiers étaient importants, prouvaient son statut légal. Elle insista avec une véhémence qui le surprit. Elle ne voulait aucune trace, aucun lien avec cette époque. Il obéit finalement à sa demande, brûlant les papiers dans la cheminée. Les flammes consumèrent les dernières preuves physiques de l'accord secret, des 9 planteurs, de la petite maison. L'histoire disparaissait avec elle, ne survivant que dans les mémoires défaillantes de quelques personnes âgées à Haïti qui se rappelaient vaguement une légende sur 9 hommes et une femme. Aminata mourut paisiblement en 1820 à l'âge de 82 ans. Son fils organisa des funérailles modestes dans l'église locale. Les villageois se souvinrent d'elle comme d'une femme discrète mais généreuse, toujours prête à aider les mères en difficulté. Personne ne connaissait son histoire véritable. Dans sa tombe, elle emporta les secrets de 9 hommes qui avaient cru pouvoir la posséder collectivement. L'accord qu'ils avaient signé avec tant de soin, leur arrangement méticuleux, tout cela s'était effondré face à la réalité d'une grossesse imprévue. Leur arrogance les avait détruits mutuellement, transformant leur alliance en haine réciproque. L'enfant, né de cette union forcée multiple, devint un médecin respecté qui sauva d'innombrables vies. Ses propres enfants devinrent avocats, professeurs, commerçants. La lignée d'Aminata prospéra en France, complètement détachée de ses origines traumatiques. Le sang des 9 planteurs coulait peut-être dans leurs veines, mais leur héritage moral appartenait entièrement à Aminata. La petite maison à Saint-Domingue, devenue Haïti, disparut complètement, son emplacement oublié. La végétation tropicale reconquit le terrain, effaçant toute trace de construction humaine. Les plantations des 9 hommes furent divisées, redistribuées, transformées. Les descendants des esclaves qu'ils avaient possédés travaillaient maintenant ces terres comme hommes libres. L'histoire de l'accord secret aurait pu disparaître entièrement si ce n'était un détail curieux. Dans les archives coloniales françaises, enterrées parmi des milliers de documents jaunis, un chercheur du XXe siècle découvrit un contrat étrange. 9 signatures, des clauses bizarres concernant le partage d'une propriété humaine, des amendements ajoutés précipitamment concernant une éventuelle progéniture. Ce chercheur publia un article académique analysant ce contrat comme exemple de la dépravation du système esclavagiste. Il spéculait sur l'identité de la femme mentionnée seulement par son prénom, sur le sort de l'enfant, sur la fin de cet arrangement inhabituel. Ces questions restèrent sans réponse, les documents d'affranchissement ayant été brûlés, les témoins étant morts depuis longtemps. L'accord secret devint une note en bas de page dans l'histoire de l'esclavage, un exemple extrême mais révélateur de la façon dont les êtres humains peuvent être réduits à des objets à posséder et partager. Les étudiants lisaient ce cas dans leurs cours, horrifiés mais distants, incapables de concevoir la réalité vécue par Aminata.
Personne ne savait que la femme du contrat avait survécu. S'était libérée, avait vécu jusqu'à 82 ans. Personne ne connaissait son triomphe final sur les 9 hommes qui avaient cru la contrôler. Son histoire véritable, avec toutes ses nuances de douleur et de résilience, restait enfouie avec elle dans une tombe normande anonyme. Les descendants d'Aminata continuèrent leur vie en France, ignorant complètement cette partie de leur histoire familiale. Ils ne sauraient jamais qu'ils descendaient d'une femme extraordinaire qui avait survécu à l'inconcevable et transformé son traumatisme en une vie de dignité retrouvée. L'accord secret, conçu pour éviter les conflits entre 9 voisins, avait finalement détruit leurs relations et révélé leur bassesse morale. Leur tentative de rationaliser l'exploitation s'était retournée contre eux, prouvant qu'aucun système, aussi méticuleux soit-il, ne peut effacer l'humanité fondamentale de ceux qu'on tente de réduire en objets. Aminata avait gagné sans jamais combattre ouvertement. Sa simple existence, sa survie, sa capacité à élever un fils libre et éduqué constituaient la victoire ultime. Les 9 planteurs disparurent dans l'oubli, leur nom perdu sauf dans un document d'archives poussiéreux. Elle vivait à travers ses descendants, son esprit transmis à travers les générations qui ne connaîtraient jamais son nom, mais perpétueraient son héritage de résilience. C'est ainsi que se termina l'histoire de l'accord secret. Non pas dans un affrontement dramatique ou une révélation publique, mais dans la disparition silencieuse de tous les protagonistes, laissant derrière eux seulement un contrat incompréhensible et les échos d'une souffrance transformée en force.